Au cours de la première conférence portant sur les enjeux de la mutation économique, Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne de 2003 à 2011, montre que depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un certain nombre de crises financières très graves. Une crise financière très grave en Amérique latine dans les années 80, une crise financière gravissime du monde à économiser centralisé en Union soviétique, enfin, une crise également très grave en Asie à la fin des années 90. Mais ces crises ne concernent pas directement les pays qu'on appelle développés. Or, la crise financière de 2007 et 2008 a ceci de particulier qu'elle frappe directement au cœur des pays développés, puisqu'elle touche aussi bien les États-Unis que l'Europe. Quelles sont les causes de la crise financière? En Europe, il faut citer bien évidemment le non-respect du pacte de stabilité et de croissance. Et puis, il faut parler également du manque de surveillance sur l'évolution de la compétitivité des entreprises au sein de la zone euro. Enfin, il y a un manque de crédibilité des institutions financières et d'un certain nombre de pays à la périphérie de la zone euro. Après la conférence de Jean-Claude Trichet, Guillaume Villon de Benveniste a donné une conférence sur l'innovation. Il est vrai que l'innovation est également un facteur de mutation économique. Peut-être juste en deux mots, Guillaume, tu es passé par l'ESSEC en 2007, quelque chose comme ça. Absolument. Et puis alors depuis, c'est assez impressionnant le nombre de passages que tu as eu pour arriver finalement maintenant dans une start-up Seven Circles qui travaille sur les outils d'aide à l'innovation. Passer par les ressources humaines, de mémoire chez Accor, chez de mémoire, c'est bien avec ça, et puis chez Sanofi. Sur les aspects marketing, et quelque part le fait d'être passé dans les ressources humaines, dans le marketing, et puis après dans du conseil avec une boîte dont je parlerai certainement de temps en temps Internet, mais aussi qui est à Partners, ça permet quelque part, quand on va faire de l'innovation, c'est-à-dire des composantes humaines, et des composantes marketing qui permettent non seulement de demander d'avoir des idées créatives, de savoir comment les marques comment les vendre, et puis l'aspect conseil aussi, c'est une bonne façon d'apprendre à faire des business plans, des business models autour de tout ça. Donc dans le parcours, il y a quelque chose qui amène assez naturellement à la position, je ne sais pas si tu l'as marqué ici, donc de responsable innovation et vente, que tu as actuellement. Et puis aussi, peut-être un mot sur l'Innova, qui est intéressant en termes de... Donc je précise aussi que Guillaume a une vision qui sera peut-être intéressante à exploiter en tant que franco-américain. Quelque part, il est chaque année... en fait, on connaît Guillaume par Marie-Pierre, pour ceux qui sont dans l'atelier H. Et j'ai eu l'occasion d'aller ensemble en Californie pour un des lieux majeurs d'innovation. Donc, je passe la parole et puis encore merci d'intervenir aujourd'hui. Merci de me recevoir. Merci d'être là. Surtout si tôt ce matin, j'ai beaucoup de mal à me lever le matin. Alors en fait, je voulais parler des innovations qui trouvent un marché. Ça peut paraître... en fait, c'est une question majeure, parce qu'en France, on est très bon pour faire de nouvelles choses. Les nouvelles choses qu'on fait, on a du mal à trouver des gens qui les achètent. On a beaucoup d'exemples comme ça. Parfois, on a dit que le Concorde, c'était un succès technologique et que c'était un échec commercial. On dit aussi que le Minitel, c'était un succès technologique et que c'était un échec commercial. De fait, c'est Internet qui aujourd'hui est le moyen pour mettre en réseau les ordinateurs. Et donc, en France, on a beaucoup d'inventivité, mais on a du mal à faire des choses qui soient inventives, mais que les gens vont acheter de façon massive. Et donc, si j'ai souhaité poser la question de développer des innovations qui trouvent un marché, c'est-à-dire qui déclenchent un acte d'achat, pour, on va dire, contribuer à la discussion et aux réflexions sur le fait non pas de faire simplement des nouvelles choses, mais faire des nouvelles choses que les gens achètent, qui permettent ensuite donc de financer des gens qui font des nouvelles choses, et donc de créer tout un écosystème d'innovation, de start-up, qui ensuite deviennent de très grandes entreprises. Alors, pourquoi l'innovation est nécessaire? Alors, cette question peut paraître étonnante, parce que dans le discours politique, dans le discours des entreprises,
dans toute la communication d'entreprise, on entend toujours que l'innovation, c'est super important, qu'il faut être innovant, qu'on veut que chacun puisse avoir des nouvelles idées, etc. Mais quand on voit comment les dirigeants, les décisionnaires allouent les ressources financières, mais aussi humaines, dans l'organisation, ce qu'on voit, c'est que ces ressources, elles ne vont pas de façon aussi automatique à des projets d'innovation. Et donc, il y a ce paradoxe qui est qu'il y a une affection et une spontanéité très grande pour l'innovation, mais lorsqu'il s'agit ensuite d'allouer effectivement des ressources financières ou humaines, eh bien, on voit qu'il n'y a pas forcément une continuité. Et pourtant, en dépit de ça, l'innovation, c'est important. Et peut-être pour vous expliquer cela, il y a à peu près 2 ans, il y a un professeur de Columbia qui s'appelle Rita McGrath-Gunther qui a fait une étude et elle a regardé 2347 entreprises qui ont une capitalisation boursière d'1 milliard de dollars et plus. Donc, en gros, c'est toutes les grandes entreprises, pour faire simple. Et elle a posé une question très simple aux directeurs financiers et aux dirigeants. Elle a dit: est-ce que votre entreprise a été capable de faire une croissance de 5% par an pendant 10 années consécutives? Donc si on fait 5% par an pendant 3 ans et ensuite on fait 1%, ça ne marche pas. Et donc, c'est une question que j'aurais souhaité vous poser. Sur les 2347 entreprises, combien d'entre elles auraient été capables de faire 5% de croissance par an pendant 10 ans? Est-ce que vous avez envie de deviner un chiffre? 100. 0. Seul? J'ai pas entendu. Donc il y a 100, une seule et 0. Il y a d'autres propositions? C'est forcément moins que 2347. Je suis assez bon en maths pour savoir ça. 250? Ok. Eh bien, il y en a seulement 10. Donc c'est vraiment très très peu. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un rapport annuel ou si vous êtes allé voir des actionnaires, etc. ou si vous parlez peut-être à des dirigeants d'entreprise, mais on n'arrête pas de vous dire tout le temps qu'on va faire la croissance à 2 chiffres, c'est-à-dire par exemple à 10% et plus, et que c'est ça vraiment l'objectif et qu'on est à fond là-dessus, etc. Eh bien, semble-t-il, les dirigeants doivent être capables de faire ça une année ou 2 années, mais pendant 10 années consécutives, ne serait-ce que pas 10% de croissance, mais ne serait-ce que 5% de croissance, c'est pas possible. Et ça, c'est assez incroyable, parce que ça montre qu'on a du mal à bâtir des entreprises qui réalisent une croissance pérenne sur une certaine durée. Et donc, ça participe à une certaine forme d'instabilité économique, microéconomique, macroéconomique. Et alors, évidemment, une fois qu'on a posé cette question-là, on s'est dit, mais c'est incroyable, il y a 10 entreprises qui ont fait 5% de croissance par an pendant 10 ans. On se dit, mais qu'est-ce qu'elles ont de magique? D'où vient le mystère? Et donc, on s'est demandé, peut-être que ces entreprises ont un point en commun, peut-être qu'elles ont quelque chose qui les singularise par rapport aux 2337 autres entreprises qui n'ont pas réussi à faire une telle croissance. Eh bien, c'est étrange parce que ces entreprises n'ont rien de particulier. Elles ne sont pas petites, elles ne sont pas grandes, elles ne sont pas dans les marchés qu'on appelle émergents, dont on dit qu'ils sont des marchés à fort potentiel de croissance. Par exemple, elles ne sont pas en Inde, elles ne sont pas au Brésil, elles ne sont pas en Chine. Et elles ne sont pas non plus dans une industrie, dans un secteur économique particulier. Par exemple, on dit que je sais pas, le numérique, c'est très porteur. Elles ne sont pas non plus dans le numérique. Donc en fait, on se dit, c'est bien parce que quand on dit ça, eh bien, c'est l'ensemble des vecteurs de croissance qu'on a l'habitude d'entendre. Par exemple, le fait d'être ce qu'on appelle dans la course à la taille, c'est de faire des fusions-acquisitions pour devenir le plus gros acteur d'un marché. Cette stratégie-là n'est pas opérante si l'objectif, c'est de faire 5% de croissance par an pendant 10 années consécutives. De la même façon, il y a beaucoup d'entreprises, comme par exemple IBM, qui ont cédé des activités qu'elles considéraient être moins rentables, et on a dit que parfois les entreprises plus petites étaient et que, étant plus agiles, elles étaient capables de réaliser une croissance supérieure que d'autres. Eh bien, ce n'est pas le cas. Il y a des entreprises grandes et petites qui font 5% de croissance par an pendant 10 années consécutives.
Et de la même façon pour donc, les deux autres éléments que j'évoquais, c'est-à-dire la présence dans une géographie particulière ou dans un secteur déterminé. Donc, de fait, elles ont une chose en commun, ces entreprises, c'est qu'elles innovent. Donc en fait, ce qui permet de pérenniser la croissance, et on en parlera bien davantage plus tard, c'est l'innovation. Louis Gallois en a parlé, et j'y reviendrai un peu plus tard. Et donc évidemment, ça pose une question, qui est, l'innovation c'est quoi? Et ce que je vous propose, c'est de vous expliquer ça, peut-être en disant, mais qu'est-ce que ça n'est pas, d'abord, et ensuite essayer d'imaginer ce que ça pourrait être. Donc déjà, l'innovation, comme j'expliquais un peu tout à l'heure, c'est pas exactement l'invention. En fait, le terme innovation et invention ont en commun la nouveauté, c'est-à-dire qu'un truc innovant et inventif, c'est nouveau. Mais l'innovation, c'est quelque chose qui trouve un marché. Et l'invention, pas toujours. En tout cas, c'est un stade de maturité où on va dire, le contact au marché n'est pas... il n'y a pas de contact au marché. Donc en fait, il y a un des exemples canoniques qu'on donne là-dessus, il y en a beaucoup d'autres. C'est Léonard de Vinci, qui a été donc à la fois très inventif et très innovant. Et pour certaines de ces nouvelles choses qu'il a créées, comme par exemple cette forme d'avion qui ressemble à un oiseau avec des ailes qui font comme ça, eh bien ça n'a jamais rencontré de marché. Il n'y a jamais de personnes qui ont acheté ça. Les princes de Florence ont acheté beaucoup d'autres choses de Léonard de Vinci, mais pas l'objet qui est ici, de la même façon que l'hélicoptère n'a pas été non plus acheté par les princes de Florence. Donc l'innovation, ce n'est pas l'invention. L'innovation, ce n'est pas non plus un gadget. De nouveau, les deux termes, innovation et gadget, ont en commun la nouveauté. Mais à la différence d'un gadget, alors le gadget est différent de l'invention parce que parfois il rencontre un marché. Ça c'est intéressant. Enfin, chez moi j'ai plein de gadgets, des trucs que j'ai achetés. Mais là où c'est différent, c'est que le gadget, je l'ai acheté pour voir, je m'en suis servi 2 fois, et ensuite je m'en suis plus servi. Tandis que, par exemple, mon smartphone, ça je l'ai acheté il y a maintenant 2 ans, je m'en sers tous les jours et tout le temps. Donc en fait, ça c'est l'exemple d'une innovation, c'est quelque chose qui est entré dans mon quotidien, qui me permet d'envoyer toutes sortes de textos, des emails, etc. Mais le gadget, à la différence de l'innovation, ne s'est pas immiscé dans mon quotidien de la même façon que ne peut le faire une innovation. Donc l'innovation, le gadget, c'est différent de l'invention parce que ça déclenche un acte d'achat, mais ça ne s'immisce pas dans le quotidien des clients, dans le quotidien des consommateurs. Et par conséquent, le problème que pose le gadget pour des gens qui sont dans les entreprises, c'est que le réachat, donc le fait de racheter le gadget, une fois que le gadget est acheté, eh bien, ça n'a jamais lieu. Parce que le gadget, on s'en sert une fois, on s'en sert plus jamais. C'est mon 3e iPhone, pour votre information. Donc ça montre bien que j'ai réacheté plusieurs fois le même objet. Voilà. C'est très important pour des gens qui sont commerciaux, moi je suis commercial, de toute façon, que les clients achètent et ensuite qu'ils réachètent. Parce que comme ça fait des ventes, ça fait du revenu, et ça c'est très bien. Donc l'innovation, ce n'est pas une invention, ce n'est pas non plus un gadget. Et enfin, l'innovation, ce n'est pas la technologie. Donc en France, moi, mon sentiment personnel, c'est qu'on a un prisme, c'est ce que disait Louis Gallois, on a un prisme pour ce qu'il appelle la prouesse technologique. C'est-à-dire qu'on a une appétence naturelle pour faire de très beaux joyaux technologiques. Et on croit que parce qu'on a fait quelque chose d'une grande technicité, eh bien c'est l'innovation. En fait, pas toujours, parce qu'on peut faire quelque chose de très abouti techniquement, de très sophistiqué techniquement, et qui ne rencontre pas un marché, donc par conséquent, ce n'est pas une innovation. Alors cet exemple-là m'amuse beaucoup. Eh bien, figurez-vous que ça, c'est un appareil médical qui a été fait par General Electric Healthcare, que en fait, cet appareil existe dans un hôpital, qu'il permet de faire des scans, notamment du cerveau, et que l'appareil qui, avant qu'il existe sous cette forme-là, était juste un appareil blanc assez neutre, et qu'il était destiné aux enfants. Et à ce qui paraît, c'est ce que dit David Kelly, donc, qui est le fondateur de IDEO et de la Stanford Design School, la personne qui était chargée de ça chez General Electric, et qui donc l'avait installé dans un hôpital en Californie,
était extrêmement affecté par le fait que les enfants, semble-t-il, pleuraient lorsque ils utilisaient cet outil, parce qu'en fait, l'outil fait beaucoup de bruit. Et on s'imagine que, enfin, je ne sais pas, moi je l'ai utilisé, mais qu'il y a des sortes de monstres, etc., que c'est horrible, que ça va faire mal. Et donc ça fait peur aux enfants. Et donc la personne de General Electric a appelé donc, David Kelly de Vidéo, et ils ont fait ça. Donc ça, en fait, c'est le même objet technique, le même appareil de diagnostic médical, sauf que là, on a fait toute une histoire de ce que ça a lieu dans un conte pour enfants. Et donc, en fait, c'est incroyable, mais figurez-vous que les enfants ont souhaité se faire diagnostiquer par cet appareil, parce qu'ils voulaient participer à ce qui ressemble à une sorte d'aventure Disneyland. Donc, vous voyez, on peut être très sophistiqué technologiquement, et ne pas séduire les utilisateurs. C'est ce qu'on montre avec cet exemple. Et ensuite, on peut repenser l'outil, lui recréer donc, ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire l'histoire qu'on raconte autour de l'utilisation de l'outil, et séduire beaucoup plus les utilisateurs, dans ce cas-là, c'est des enfants, et donc les impliquer, enfin ce qu'on appelle engager dans l'utilisation de l'outil. Donc, encore une fois, c'est juste pour dire, c'est le même outil techniquement, il n'a pas changé d'un iota, c'est pareil. Il y a juste une différence qui vient du fait que l'histoire qu'on raconte autour de l'utilisation de l'outil n'a rien à voir. Et donc, le client de General Electric, lui qui n'arrivait pas à avoir des enfants pour sa machine, et donc ça posait un problème à l'hôpital, qui donc n'avait plus envie de travailler avec cet outil-là, et donc réfléchissait à prendre d'autres outils, notamment faits par Siemens. Eh bien, lorsqu'il a été repensé, les patients ont commencé à utiliser l'outil. Voilà, c'est la même sophistication technique, mais on va dire l'emballage, l'histoire qu'on raconte est différente. Et ça change tout d'un point de vue commercial. Parce que s'il avait fallu reprendre cet outil-là, ça aurait été une perte considérable pour General Electric. Et pour l'innovation, ça aurait été un problème. Donc là, j'ai expliqué que l'innovation, ce n'est pas une invention, l'innovation, ce n'est pas un gadget. L'innovation, ce n'est pas la technologie. Et l'innovation, donc, c'est quoi? Donc, ma définition, je la tire de Henry Tichgrove, qui est prof à Berkeley, et donc qui a écrit en 2003, je pense, un livre qui s'appelle Open Innovation. Et dans la préface de ce livre, il y a une personne donc, qui travaille chez Xerox PARC, qui est le centre de R&D de Xerox, qui explique que l'innovation, c'est une invention qui rencontre un marché. Donc c'est vraiment l'idée de quelque chose de nouveau techniquement, mais avec un acte d'achat. Et un acte d'achat, c'est la différence avec le gadget, qui n'est pas unique et qui se fait une fois, mais qui est récurrent. Est-ce que ça va à peu près jusqu'à présent? Ouais, ok. Donc j'expliquais tout à l'heure que le point commun des entreprises qui pérennisent leur croissance, c'est pas qu'elles sont grandes ou petites, ou dans une géographie particulière, ou dans un secteur déterminé, c'est qu'elles innovent. Et il faut savoir qu'en France, une des raisons pour lesquelles il y a tellement de problèmes macroéconomiques, et de stabilité de l'emploi, et même budgétaire dans une certaine mesure, c'est que les acteurs de production, donc les entreprises, ceux qui créent de la richesse, eh bien, ces entreprises, elles ne parviennent pas à créer des marges importantes, et même ce qu'il y a de pire, c'est que les marges sont dans une tendance baissière. Donc là, c'est une étude que Louis Gallois reprend, mais qui a été réalisée par l'INSEE, et qui montre que les marges sont passées de 30 à 21% en l'espace d'une dizaine d'années à peu près. Et donc la façon de sortir de ça, c'est ce que dit Louis Gallois dans son rapport qui a été remis au Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault. C'est que un des vecteurs pour retrouver cette croissance, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est l'innovation. Seulement voilà, malheureusement, l'innovation c'est difficile. Et c'est très difficile d'expliquer pourquoi l'innovation c'est difficile, mais c'est vraiment difficile. Et c'est difficile en particulier dans les entreprises. Et peut-être pour vous illustrer ce point-là, vous montrer donc une parodie qui a été faite d'une entreprise, qui a été réalisée donc, par Charlie Chaplin dans un tout autre contexte que celui qui est le nôtre.
mais qui est donc les temps modernes et qui a lieu au début des années 30. Alors là pour... je ne sais pas si Internet... Donc c'est ici, ça il faut le mettre. Oui, mais pour avoir Internet... Pour avoir Internet... Sinon je vais en direct. Ah, on peut le mettre là? Il y a Internet là? Ouais, Internet. Ah oui, mais là il pourra trouver le... Ou alors c'est peut-être trop compliqué. Mais... Non mais si c'est trop compliqué. Non mais si, il suffit d'avoir le... C'est un YouTube, c'est quoi ça? C'est YouTube, ouais. C'est YouTube, Modern Time, c'est ça? C'est YouTube, Modern Time. Quelle partie? Donc ça et ça? Ouais, enfin juste de ce côté-là. Ah d'accord. Ça va pareil. Là, il me dit en fait. Alors donc là, si on peut mettre sur pause, j'ai un souci de... Donc en fait là ce qu'on voit c'est une chaîne de production, donc évidemment c'est une parodie, hein. Il ne faut pas prendre tout ce que je vous raconte à la lettre. C'est une parodie en l'occurrence du taylorisme et de tout ce qui est ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail, qui a été d'ailleurs développée en France par André Sisman. Et donc là on demandait, par exemple dans le domaine des constructions automobiles, on mettait les ouvriers à la chaîne, c'est-à-dire un peu comme on voit ici, c'est-à-dire les uns derrière les autres, pour faire une tâche extrêmement particulière et tout à fait répétitive. Et d'ailleurs, il était demandé aux ingénieurs d'organiser le travail de milliers d'ouvriers. Et voilà. Et donc, ce qu'on peut voir ici, là, c'est que donc, Charlie Chaplin, qui est le premier personnage là, sur ma gauche, eh bien, lui, il a pour mission de se boulonner des boulons sur un matériel en métal. Et il a donc son contremaître qui figure là au milieu, qui lui demande d'aller plus vite pour tenir la cadence de production. Et donc ça crée toutes sortes de situations. Et ce qu'on voit, c'est que dès que Charlie Chaplin ne parvient pas, ou quand il va trop vite ou pas assez vite, ça crée des problèmes d'organisation du travail. Comme on voit là. Et en fait, ce qui est gênant, c'est que ça change, ça fait que le travail n'est pas fait, que le travail d'équipe ça va pas, et que finalement il y a des problèmes dans la machine, etc. Et là, ça c'est une image vraiment incroyable. Donc on voit l'effet sur la nature humaine. C'est que quand on met l'homme dans un milieu où il doit travailler comme une sorte d'automate, il s'intègre lui-même à la machine et il perd peut-être un peu de son humanité. Voilà.
donc ça continue, puissance continue. Et en fait, ça, voilà, ça c'était pour dire que c'est pas. Alors bon, moi je suis pas Charlie Chaplin et je veux dire, moi j'ai pas de problème avec l'organisation scientifique du travail, mais quand même, je pense que au-delà de juste au-delà simplement de la parodie, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que une entreprise, ce sont des milliers de personnes qui ont des millions de tâches à faire dans leur quotidien, qui sont extrêmement précises et déterminées. Dans le cas de l'exemple là, c'était Charlie Chaplin, il doit serrer les boulons. Que ce travail-là est fait pas parce qu'il y a quelqu'un qui, dans son arbitraire extrême, a décidé qu'il fallait serrer les boulons, mais parce qu'on sait qu'en serrant les boulons de telle et telle façon, pour créer telle et telle partie de l'automobile, on va faire une automobile qui va répondre aux besoins de quelqu'un qui s'appelle Paul, et qui, lui, va acheter l'automobile si elle coûte, par exemple, 20 000 $. Et donc, quand on a une mécanique qui marche aussi bien que celle-là, une mécanique organisationnelle, mais aussi des produits comme celui de l'automobile, pourquoi est-ce qu'on changerait? Pourquoi est-ce qu'on ferait un truc différent? S'il y a de l'argent qui rentre, s'il y a des revenus qui sont générés, si on sait exactement quelle doit être la chaîne de production, si on sait exactement ce que chacun doit faire dans la chaîne de production, pourquoi est-ce qu'on ferait un truc différent? Et d'ailleurs, c'est une question qu'on pourrait vous poser. Dans votre vie personnelle, vous faites peut-être des choses qui marchent. Pourquoi est-ce que vous feriez différemment? Au foot, on dit on ne change pas une équipe qui gagne, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Et donc en fait, ça illustre les rapports complexes qui peuvent exister entre l'innovation et l'entreprise. L'entreprise, c'est un système de production qui marche. Alors, quand ça ne fait pas faillite, ça marche en tout cas. Pourquoi est-ce qu'on changerait quelque chose qui marche? Et donc, d'ailleurs, est-ce que si vous, par exemple, si vous êtes avec un groupe d'amis et que vous avez une activité, je ne sais pas, sportive par exemple, qui fonctionne très bien, vous êtes les meilleurs au foot ou je ne sais pas quoi, pourquoi est-ce que vous feriez un truc radicalement différent de ce que vous faites déjà? Et est-ce que vous, personnellement, vous vous senteriez être la personne qui dit au groupe, on va faire un truc qui n'a rien à voir, on va faire un goal qui n'est pas dans le goal, etc. Mais non, personne ne veut ce rôle-là. Enfin, humainement et socialement, c'est pas... c'est risqué. Puis, si on vous suit, et que finalement on perd tous les matchs après, ben, c'est la faute de qui? C'est la faute de la personne qui a dit qu'il fallait faire un truc différent alors que ce qu'on faisait avant, ça marche. Donc en fait, ça, j'essaie de la façon la plus concrète possible de vous expliquer humainement pourquoi c'est difficile de porter l'innovation dans une organisation établie, qui a un modèle économique établi. Et peut-être pour donner un peu de contexte à ça, donc ça c'est Steve Bond, qui est un des fondateurs d'une école d'innovation qui s'appelle The Lean Startup, donc la startup qu'on pourrait qualifier d'agile. C'est une école d'innovation extrêmement riche et que je vous recommande très fortement. Et alors lui, il a écrit plein de choses, voilà, donc il a écrit 3 livres, etc. Il a lui-même d'ailleurs créé 8 startups, les 3 premières ont fait faillite, avec 100 millions de pertes, me semble-t-il, et des licenciements de genre 250 personnes. Et pour les 5 autres startups, ça a très bien fonctionné. Et donc maintenant, il est millionnaire, et en dizaines, il est millionnaire en plusieurs fois. Donc il est professeur à Stanford, et ça marche bien. Et donc il a créé une startup. Et il est retenu, enfin il a marqué les esprits pour beaucoup de raisons différentes. Mais moi, en tout cas, ce qui m'intéresse le plus dans ce qu'il dit par rapport à notre propos d'aujourd'hui, c'est la différence qu'il établit entre une grande entreprise et une start-up. Et une grande entreprise, dit-il, c'est une entreprise qui a un modèle économique qui est avéré, qui a été donc trouvé, et dont l'objet, c'est désormais de réaliser, d'exécuter, de répliquer, c'est le terme qu'il emploie, c'est répliquer, le modèle économique. Et donc, un peu comme Charlie Chaplin, il doit serrer les boulons. Donc là, chacun est à sa tâche dans l'entreprise. Le marketing doit faire des produits qui ressemblent à telle et telle chose, qu'il doit vendre à tel et tel segment de clients. La R&D doit faire des technologies qui ressemblent à ça, ça, ça et ça, etc. Et même pour les équipes commerciales et les autres équipes des opérations. La start-up, à l'inverse de la grande entreprise, c'est une entreprise qui cherche son modèle économique. Et en fait, la différence, elle est là. Et ça, c'est une différence fondamentale. C'est une différence humaine, d'ailleurs, qui est absolument majeure.
c'est que quand on réplique un comportement, ça donne Charlie Chaplin qui serre les boulons, mais quand on cherche un modèle économique, ça n'a rien à voir. On est dans une réflexion qu'on pourrait qualifier d'itérative. On est ou peut-être heuristique. On cherche, on n'a pas la réponse. Voilà. Et donc, c'est la différence entre la start-up et la grande entreprise. Et donc, la grande entreprise réplique son modèle économique, la start-up cherche son modèle économique. Et peut-être clarifier le sens de modèle économique, parce qu'en fait, dans le monde des affaires, on emploie des mots, mais on ne les définit jamais. Donc, les gens parlent de choses, mais comme chacun a une définition différente du mot dont il est question, on ne s'entend pas. Donc, le modèle économique, c'est ça, tel qu'il le définit en tout cas dans son livre. Et ça, c'est donc une vision du modèle économique qui prend d'un thésard, mais qui est devenu maintenant un professeur. Donc, il s'appelle Alexandre Osterwalder, là, et qui est suisse. Et lui, il a divisé le modèle économique de l'entreprise en 9 parties. Donc, ça s'appelle le Lean Canvas. Et il explique qu'un modèle économique, c'est un million d'activités, un million de tâches, comme le Charlie Chaplin qui sort des boulons, mais divisées dans des grandes familles différentes. Donc il faut d'abord trouver le problème que les clients cherchent à résoudre dans leur quotidien. Par exemple, souvent, le problème, ça peut être qu'on doit appeler, je sais pas moi, Martha, qui habite très loin, je sais pas moi, par exemple, au Brésil. Voilà. Donc ça c'est peut-être un problème de plein de gens. Ensuite, il faut trouver donc, des solutions. Donc, les solutions, ça peut être le téléphone, ça peut être le télégraphe, c'était le cas il y a un siècle. Ça peut être l'email, ça peut être le texto, etc. Et puis, il y a un ensemble d'autres choses. Et ce qui est intéressant ici, c'est pour ce qui est par exemple des channels. Donc ça, c'est le réseau de distribution. C'est une fois qu'on a créé le produit, comment est-ce qu'on va le distribuer au marché. C'est-à-dire que le système opératoire Windows, vous l'achetez quand vous achetez un ordinateur portable. Si vous allez à la FNAC, vous l'achetez comme ça. Donc en fait, Microsoft n'a pas créé de boutique pour vendre Windows. Et ils sont passés par des constructeurs d'ordinateurs. Et ces constructeurs-là servent de réseau de distribution en quelque sorte, en tout cas pour Windows. Donc en fait, pour chaque activité économique, il y a un réseau de distribution différent. Dans le domaine automobile, il y a des concessionnaires automobiles qui distribuent, qui vendent les automobiles. Alors, on pourrait multiplier les exemples. Mais voilà, donc un modèle économique, c'est quelque chose qui peut se diviser en 9 parties, comme ça, qui a donc un flux de revenus ici, et qui a une structure de coûts, puisque l'ensemble de ces activités coûtent de l'argent, il faut employer des personnes, voilà, et donc chacun a une tâche particulière. Bon, c'était juste pour clarifier. La start-up cherche son modèle économique. Ils sont dans une démarche itérative, heuristique. La grande entreprise a trouvé son modèle économique. Elle n'a plus qu'à le répliquer. Or, l'innovation dans les grandes entreprises, c'est introduire du nouveau dans quelque chose qui a pour vocation de se répliquer, de se perpétuer. Donc, c'est ça qui explique la difficulté de l'innovation dans les grandes entreprises. Ça va jusqu'à présent ? Alors j'expliquais que l'innovation est difficile, bah oui c'est difficile, il y a entre 70 et 90% de taux d'échec, et honnêtement on est beaucoup plus proche des 90% que des 70% de taux d'échec. Ça c'est une étude qui vient de la Harvard Business School, où on a regardé pour un secteur particulier, le secteur de la grande consommation, l'ensemble des innovations de la grande consommation sur un an. Et il y avait de l'ordre de 30 000 lancements de nouveaux produits, et sur les 30 000 lancements de nouveaux produits, il y en a près de 75% qui ont été retirés du marché en l'espace de 12 mois seulement. Donc seulement un an après le lancement, on retire le produit du marché. Parce qu'on se rend compte que personne n'en veut. C'est un peu comme cette énorme machine, qui n'est pas évidemment une machine de grande consommation, de General Electric, où les enfants ne voulaient pas y aller parce que c'était tellement traumatisant et donc il n'y avait aucun utilisateur, il n'y avait aucun patient, et donc celui qui a acheté cette machine dans l'hôpital avait envisagé de la rendre à General Electric et se faire rembourser une partie de la somme qu'il avait déboursée pour se la procurer. Donc ça c'est Anthony Ulrich, il est fondateur et PDG d'un cabinet de conseil dans la Silicon Valley qui s'appelle Strategy. Et lui, il a calculé que pour les entreprises américaines du Fortune 500, les Fortune 500 c'est
plus grande capitalisation boursière au monde. Et bien, pour les entreprises américaines, les problèmes d'innovation, ça coûte à peu près 100 milliards de dollars par an. Donc ça coûte beaucoup d'argent. C'est-à-dire que quand on développe un produit, on fait travailler des ingénieurs, qu'on achète des technologies, qu'on met en place une équipe marketing commerciale pour vendre le produit, et qu'ensuite, au bout de 12 mois, il faut retirer le produit du marché parce qu'il n'y a personne qui a acheté, ben, quand on additionne le coût de ça, plus le coût dans les autres entreprises du Fortune 500, et ben on arrive à 100 milliards de dollars par an. Donc c'est beaucoup d'argent. C'est en fait le prix de 3 métros Grand Paris, puisque le métro Grand Paris, c'est de l'ordre de 35 milliards d'euros. Donc chaque année, aux États-Unis, on met 100 milliards d'innovation par an. Alors pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de faire l'innovation? J'en ai déjà beaucoup parlé, mais j'aimerais aussi apporter un éclairage peut-être technologique dans un premier temps, et ensuite marketing dans un second temps. Alors ça aussi c'est super intéressant. Il faut absolument que, si vous êtes intéressé par l'innovation, il faudrait que vous regardiez donc Clayton Christensen, qui est professeur à Harvard. Donc je me suis fortement inspiré de ses travaux pour faire ces graphes, même si ce graphe est très simple. Donc ce graphe, on peut voir qu'il y a deux choses. Il y a un axe de la performance et un axe du temps. Ce qu'on voit, c'est que le progrès technique délivre des améliorations qui sont à peu près linéaires. Ça a été démontré, d'ailleurs sur de longues périodes. Si on regarde par exemple le nombre de pixels sur votre smartphone et qu'on regarde le nombre de pixels qu'il y avait en 2000, en 2002, en 2004, en 2006, etc. jusqu'à aujourd'hui, eh bien ça ressemble à peu près à une droite. Et ça c'est à peu près vrai dans beaucoup de secteurs, notamment liés à l'informatique. L'exemple sur lequel il s'appuie beaucoup, lui, c'est les disques durs. Et il explique que les disques durs, si on regarde la performance comme étant la capacité du disque dur, eh bien ça délivre année après année une performance en termes d'augmentation capacitaire du disque dur qui est à peu près linéaire. Or, la réalité, c'est que, en tout cas pour moi, mais je pense que c'est le cas aussi pour vous, on n'a pas forcément, il arrive à un stade où il y a juste trop de mémoire. On n'a pas besoin d'avoir, je sais pas moi, 240 Tera de disque dur pour sauvegarder son document Word, c'est un peu excessif. Donc, et à ce moment-là, c'est très problématique parce que les entreprises qui ont investi lourdement, qui ont recruté par exemple beaucoup d'ingénieurs pour créer les conditions de cette amélioration technique linéaire, eh bien, les entreprises, elles ont toutes ces compétences internes, elles ont peut-être acheté des technologies, elles ont créé tout un savoir-faire interne énorme, elles ont peut-être acheté des entreprises entières, et puis il arrive un jour où les gens ne veulent plus d'un ordinateur qui tienne 240 Teraoctets. Et donc à ce moment-là, on fait quoi? C'est-à-dire qu'on a toutes ces personnes qui sont très compétentes, qui sont très volontaires, et bien à ce moment-là, c'est un problème, parce que ce qu'on dit, c'est que les performances techniques excèdent les besoins du marché. C'est-à-dire que ce que fait les entreprises, ça finit par être supérieur à ce que veut le marché. Et à ce moment-là, le marché n'est plus prêt à créer ce qu'on appelle, donc là je vais employer des termes un peu marketing stratégique, n'est plus prêt à récompenser une amélioration technique incrémentale par ce qu'on appelle un premium. Par exemple, vous êtes prêt à payer 100 € pour 100 mégas, mais quand ça passe à 101 mégas, vous n'êtes plus prêt à débourser 101 €. Vous voulez juste, parce que en fait, le 101 mégas, ça ne vous intéresse pas. 100 mégas, ça suffit. Sauf que l'entreprise, par rapport à il y a 3 mois, elle est capable de faire pour le même prix 101 mégas, et bien vous n'avez pas envie de 101 mégas. Vous voulez juste 100 mégas, et vous voulez juste payer 100 €. Et bien à partir de ce moment-là, la rentabilité de l'entreprise, notamment la rentabilité de la R&D, elle baisse de façon significative. Et ça peut être ça peut entraîner ensuite des pertes considérables qui ensuite peuvent amener des faillites. Alors, beaucoup d'entreprises très technologiques se sont dit, oulala, il faudrait qu'on connaisse mieux nos clients, il faudrait mieux qu'on connaisse nos consommateurs, parce qu'on aimerait prévoir quand est-ce qu'on va mettre des produits sur le marché qui sont supérieurs aux attentes des consommateurs. Et donc, pour faire ça, elles font ce qu'on fait tous, c'est-à-dire qu'elles vont parler aux consommateurs. Seulement voilà, parler aux consommateurs, ça ne marche pas non plus, c'est tragique, mais c'est vrai. Ça, c'est le nouveau Coca. Donc,
que personne ne connaît ici, parce que ça a été retiré du marché en l'espace de quelques mois. Mais ça existait pendant les années 80. Je pense que c'était en 84. Et bon, ils avaient changé la recette, je ne connais pas les détails. Bref, pour faire ça, ils avaient fait une étude. Enfin, ils avaient rencontré beaucoup de clients, beaucoup de consommateurs. Et l'ensemble de ça avait coûté 4 millions de dollars. Donc, ils ont dépensé 4 millions de dollars pour rencontrer des clients, pour rencontrer des consommateurs, pour leur montrer la nouvelle recette et pour voir si les clients ils trouvaient que la recette elle était bien. Et évidemment, les clients ils ont dit mais la recette nouvelle elle est géniale. Ils l'ont mise sur le marché et là personne n'a acheté la nouvelle recette. Donc c'est un peu gênant parce que si vous êtes une entreprise, tout à l'heure je parlais d'entreprise technologique, vous voyez que votre courbe de technologie elle excède les besoins du marché et ensuite vous dites ah je vais aller parler au consommateur, mais le consommateur il vous donne des renseignements qui sont faux. Vous n'êtes pas du tout renseigné, enfin, vous n'êtes pas du tout aidé dans votre démarche d'innovation. Donc voilà. Donc en fait, réussir l'innovation, ce n'est pas poursuivre le progrès technique pour le progrès technique, parce qu'il arrive un moment où le marché ne suit plus. Et en même temps, parler aux consommateurs de façon directe, ça ne marche pas non plus. Et il y a un certain nombre de très grands innovateurs, donc là il y a Aiko Morita, c'est le fils de Steve Jobs, qui disent qu'ils ne cherchent même pas à parler au consommateur parce qu'ils partent du principe que le consommateur ne sait pas ce qu'il veut. Et que comme le consommateur ne sait pas ce qu'il veut, ça ne sert à rien d'aller mieux. Et donc à ce moment-là, c'est comment on fait pour justifier une innovation. C'est pas le progrès technique, c'est pas le consommateur, donc on fait quoi? Alors peut-être avant d'évoquer ce sujet-là, j'en parlerai un peu plus tard, vous expliquer pourquoi est-ce qu'on ne sait pas, pourquoi est-ce que le consommateur ne sait pas ce qu'il veut. Donc ça c'est un test que je vous soumets, qui a été réalisé d'ailleurs en France pour la première fois en 1903, dans le 13e arrondissement, un très grand hôpital dont j'oublie le nom, mais c'était l'hôpital où il y avait de la psychiatrie aussi beaucoup. Et donc, bien voilà, on vous remet ce matériel et on vous dit il faudrait attacher la bougie au bout. Comment on fait? Il faut attacher la bougie au bout. Là, c'est le genre. Si quelqu'un veut essayer, il fait comme ça. Oui? On fait fondre la bougie. Ok, intéressant. On punaise la boîte sur le mur et on fait fondre le dessous de la bougie et on la place dans... Pas mal. Bah, bravo, c'est ça la bonne réponse. Alors, pourquoi? Alors, il se trouve que voilà, il y a seulement 23% des personnes de Stanford qui réussissent à trouver la solution. Et il faut que vous sachiez que si je vous avais donné une récompense financière pour trouver la bonne réponse, ce qui est le cas dans toutes les entreprises, dès que vous faites un truc bien, on vous donne un bonus, etc. Eh bien, vos chances de trouver la solution auraient diminué. Donc, ça veut dire que le système de récompense, le système de rémunération dans les entreprises n'aide pas à trouver de nouvelles solutions. Donc là, c'est quand même encore un problème. Pourquoi? Alors voilà, donc la solution c'est celle-ci. Effectivement, comme vous avez dit, donc on retire les punaises de la boîte, on se sert de la boîte comme réceptacle dans lequel on met la bougie, et ensuite on attache la boîte à un mur par le biais des punaises. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal à résoudre ce problème? Tout simplement parce que dans l'image du haut, on voit la boîte comme un réceptacle de punaises. Et on se dit, cette boîte-là, sa fonction, c'est d'être un réceptacle pour les punaises. Mais en fait, une boîte, ça peut servir à plein de trucs. On peut aussi s'en servir pour... on peut la défaire, en faire un avion en papier ou j'en sais rien. Mais en fait, c'est le fait, la fixité fonctionnelle, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. C'est-à-dire que c'est une façon de voir le monde où on assigne à un objet une fonction qui est fixe. Par exemple, la voiture, ça sert à se déplacer. De même que le métro, ça sert à déplacer. Ouais. Mais très souvent, l'innovation naît du détournement de la fonction initiale de l'objet. Alors, j'en ai fait l'expérience moi-même de cette histoire de fixité fonctionnelle, puisque un jour, je me promenais aux
États-Unis. Et je flânais et j'avais pas grand-chose à faire ce jour-là. Donc j'étais en l'occurrence à New York. Et donc il y avait des stands éphémères, notamment avec la Toyota Prius, dont la deuxième version venait tout juste de sortir. Et là, il y avait toutes sortes de choses vraiment très amusantes, des jeux vidéo, on pouvait essayer la Prius, etc. Et puis il y avait aussi des questionnaires où il y avait des gens manifestement du marketing, de l'innovation, de la R&D, de Toyota, qui posaient des questions aux gens qui passaient. Je faisais partie de ces personnes qui passaient. Et on m'a demandé comment on fait pour faire une meilleure voiture. Et donc moi j'ai dit, il faudrait que le moteur soit encore plus puissant, que je sais pas moi, que ça se fasse encore moins de bruit, etc. Autrement dit, je suis parti du principe que la voiture c'était un moyen de transport, et ce que j'ai proposé comme nouvelle idée, c'était des améliorations de ce qui existe déjà. Et donc la fonction que j'ai assignée à la voiture est restée fixe, parce que je suis marqué par ce biais cognitif qui est la fixité fonctionnelle. Je n'ai pas pu imaginer que la voiture puisse servir à autre chose qu'au transport. Or, comme plein de gens, quand je suis dans la voiture, je fais des centaines de milliards de choses qui n'ont rien à voir avec le transport. Par exemple, quand je suis dans un contexte professionnel, j'appelle des clients, je m'assure que c'est bien à 15h qu'on se voit ou si c'est pas à 15h30, etc. Il m'arrive souvent de rédiger des documents, des propositions commerciales, ou de les relire. Rassurez-vous, je ne les rédige pas en termes de voiture quand même. Mais en tout cas de les relire dans la voiture. Je me rends compte qu'il y a des fautes d'orthographe, je ne sais pas où, etc. Qu'il faut changer, etc. Et donc je change je fais ce genre de choses. Et à ce moment-là, il faut imprimer ce document. Mais comme j'ai dans la voiture, je ne peux rien faire. Et donc là, je vais devoir le montrer sur mon écran. De la même façon, je fais des conférences téléphoniques avec le téléphone, et puis quand on passe dans un tunnel, j'entends plus personne, et finalement la ligne est coupée. Autrement dit, je me sers de la voiture, pas simplement comme un moyen de transport, pas simplement pour une fonction de transport, mais aussi comme une fonction de travail en situation de mobilité. C'est-à-dire que la voiture, c'est pas juste un moyen de transport, c'est un bureau mobile. C'est comme un bureau qu'on a chez soi, mais avec des roulettes motorisées en dessous. Une fois qu'on voit l'automobile comme ça, comme un bureau mobile, comme un bureau qui permet de travailler et qui permet aussi de se déplacer chez le client, par exemple, eh bien, les idées d'innovation, c'est pas dire il faut aller à un moteur plus puissant ou il fasse moins de bruit. C'est, par exemple, mettre une imprimante dans la boîte à gants. Ça peut être d'avoir dans le siège du passager un endroit où on puisse attacher l'ordinateur pour que quand on tourne à gauche ou à droite, l'ordinateur ne soit pas perdu, je ne sais pas où. Enfin voilà, il y a des idées d'innovation en grand nombre. Une fois qu'on réassigne, qu'on voit l'automobile autre chose que comme simplement un moyen de transport. Alors si on fait la synthèse de cette partie-là, et ensuite on va aller sur autre chose. Donc, moi ma conviction, c'est que l'innovation, c'est incontournable pour pérenniser la croissance. Qu'il y a d'autres vecteurs de croissance, mais qui sont manifestement inopérants, c'est de faire 5% de croissance par an pendant 10 années consécutives. Que l'innovation, c'est différent de l'invention, c'est différent des gadgets, c'est différent aussi de la technologie, c'est quelque chose qui est nouveau, qui rencontre un marché. Et que, on oublie de ça, l'innovation, c'est très difficile à réussir parce que poursuivre la performance technique, ça ne marche pas. Parler aux consommateurs directement, ça ne marche pas parce qu'ils sont marqués par le biais cognitif de la fixité fonctionnelle. Et donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ou... Non? Donc une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour réussir l'innovation? Donc on va parler d'un cas un peu concret et on va voir s'il donne des réponses. Et peut-être, si vous avez une idée, quel est le point commun entre chacune des entreprises qui figurent sur le tableau? La force de la marque. D'autres tentatives? Donc 3, 2, 1. En personne? Ce sont les médias. Les médias, ouais, pas mal. Elles ont des employés. Ok.
Donc ce sont toutes des entreprises du secteur musical. Et ce sont toutes des entreprises qui ont été à un moment donné de leur histoire leaders du secteur musical. Et donc là j'ai mis les formes produits dans lesquelles, pour lesquelles elles ont été leaders du secteur musical. Et ce qui est incroyable avec le graphe qui est là, c'est qu'on voit qu'il y a un leader par forme produit. Alors dans le cas des disques, dont j'ai mis RCA c'était pour les 45 tours, mais il y avait aussi Columbia Records pour les 33 tours. Et ensuite, pour les cassettes, c'est Philips, pour les CD, c'est Sony, pour évidemment l'iPhone, c'est Apple, et pour la musique, on dit en streaming, c'est Deezer en Europe, et aussi Spotify, qui est très présent aux États-Unis. Ce qui est, voilà. Donc si on met ensuite ça sur une frise chronologique, on a à peu près ces chiffres-là. Donc là, c'est des chiffres intéressants, parce que ce qu'on voit, c'est plus on avance dans le temps, plus ce qu'on appelle le cycle industriel est court. Là, il y a à peu près 14 ans entre les 45-33 tours et la cassette. Mais entre l'iPod et Deezer, il y a plus que 5 ans. Donc ça va de plus en plus vite. Voilà. Et ce qui est quand même extrêmement problématique pour n'importe quel dirigeant et pour n'importe quelle personne qui travaille dans ces entreprises-là, c'est que c'est jamais la même entreprise leader sur une forme produit qui reste leader sur la forme produit suivante. Et donc, si on dit ça, on explique déjà pourquoi il est si difficile de pérenniser une croissance de 5% par an pendant 10 ans. Parce que si vous avez été leader, je sais pas moi, en 1953, mais qu'ensuite, 10 ans plus tard, les 33 tours, 45 tours s'est dépassé, bah, vous n'êtes pas leader, et donc vous ne faites pas 5% de croissance, ou vous en faites beaucoup moins, et donc la pérennité de l'entreprise est menacée. Donc en fait, le problème qu'il faudrait réussir à dilucider, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile de pérenniser sa position concurrentielle. Notamment lorsque la forme produit change, évidemment. Et il faut que vous sachiez que quand on passe d'une forme produit, par exemple de celle-ci, voilà, c'est au hasard, de celle-ci à celle-là, ou même de celle-là à celle-là, ça a été un bon moment aussi. Non, pardon, des CD au iPod. Eh bien, le taux de survie de l'ensemble de l'écosystème est de 9%. C'est-à-dire que les fournisseurs des entreprises qui font des produits comme ça, qui font la bobine pour pouvoir tourner la cassette, qui font, je sais pas, le caisson là pour le 45 tours, tout ça, l'ensemble de ce qu'on appelle la structure industrielle, le taux de survie quand on change de forme produit, c'est 9%. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ne survivent pas à un changement de paradigme produit, un changement de paradigme industriel. Donc ça montre quand même que l'innovation, on m'a dit que c'était le thème c'était la mutation économique. Les mutations économiques, ça change beaucoup de choses. Ça remet en cause les positions concurrentes de tous les acteurs d'un secteur industriel. Et parfois, avec un taux de survie très très faible, de 9%, donc des gens qui survivent, 91% d'entreprises qui ne survivent pas. Et ça se vérifie si on regarde en dehors de la musique, si on regarde l'ensemble des secteurs, donc là, c'est une donnée américaine. Si on regarde l'espérance de vie des entreprises du Fortune 500, donc ça diminue. On est passé de l'ordre de 65 ans il y a 65 ans, je crois. Et aujourd'hui, on n'est plus qu'à 14 années à peu près. Et ça, c'est lié aussi au fait que les cycles industriels, comme j'avais montré sur les formes produits, eux-mêmes se sont raccourcis. Puisqu'il y avait 14 ans de 45 et 33 tours, mais il y avait plus que 5 ans entre le CD, enfin l'iPod et la musique en streaming. Donc en fait, le fait que les cycles industriels se soient raccourcis, ça fait que la durée de vie des entreprises moyennes raccourcit également. Et alors, ce qui est absolument remarquable, et on ne va pas forcément passer chacune de ces choses-là, c'est que si on regarde en détail pourquoi il y a un tel problème à pérenniser, alors là je ne parle même pas de la croissance de 5% par an pendant 10 ans, là je parle juste de continuer à exister. Eh bien, on voit que ce n'est pas en raison d'un manque de R&D, puisque par exemple Sony a fait beaucoup de R&D, à un moment ils étaient à plus de 300 brevets par an,
et même encore davantage. Ils ont dépensé, je pense, au début des années 2000, 6% de leur budget total, 6%, entre 6 et 8% en R&D. Donc c'est pas, et pourtant ils ont perdu leur place concurrentielle au profit d'Apple. Donc c'est pas en raison d'un manque de R&D. C'est pas non plus, c'est souvent quelque chose qu'on entend, que le management est déconnecté de la réalité, qu'il n'a jamais vu un client, etc. Puisque sur les entreprises qu'on a citées tout à l'heure, il y a 3 des plus grands PDG de notre époque. Il y a donc un Américain qui s'appelle David Snarnoff, qui était donc PDG de RCA. Alors il n'est pas connu aujourd'hui parce que c'était il y a très longtemps. Mais lui, quand il a quitté ses fonctions à la fin des années, au milieu des années 60, il a écrit un document de prospective où il expliquait qu'il y aurait l'email dans 20 ans, qu'il y aurait des mises en réseau d'ordinateurs, etc., que la télécommunication ferait d'énormes progrès. Ben, c'est le cas. Donc, il était visionnaire, il était en avance sur son temps. De la même façon, Aiko Morita, on lui doit une quinzaine d'innovations majeures, le Walkman, donc ce PDG de Sony, Aiko Morita, le Walkman, la PlayStation, des cassettes qu'on appelle le Betamax pour regarder des vidéos, la caméra digitale, ça c'est grâce à Sony. Enfin, une quinzaine d'innovations comme ça. Donc, de nouveau, ce n'est pas Aiko Morita qui a un très bon projet. Et évidemment, Steve Jobs l'était aussi, puisque quand il a repris à la fin des années 90, l'entreprise était au bord de la faillite, et quand il l'a quitté, en 2011-2012, c'était la plus grande capitalisation boursière au monde. Donc c'est pas en raison d'un problème de R&D, c'est pas en raison d'un problème de management, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'amélioration. Donc ça revient à la courbe que je vous ai, enfin la droite que je vous ai montrée tout à l'heure, où il y a une amélioration linéaire des produits. Donc on pourrait aller dans les détails, mais chaque type de produit a connu des améliorations successives. C'est pas non plus à cause d'un problème avec les fournisseurs, c'est pas non plus à cause d'un problème de stratégie de fusion-acquisition. D'ailleurs, Sony avait une stratégie de fusion-acquisition qui avait été réfléchie, notamment qu'on appelle verticale, c'est-à-dire qu'ils avaient racheté les entreprises qui font, enfin, de médias, de contenus musicaux notamment. Et donc, bon, il y a aussi autre chose, ils sont allés sur des marchés adjacents. Donc en fait, tout ce qu'on dit que ces entreprises auraient dû faire, elles l'ont fait. Et même si elles ont fait ça, bah, elles n'ont pas réussi à garder leur position concurrentielle. C'est quand même incroyable. Juste un dernier point, on dit souvent aujourd'hui, alors souvent aujourd'hui d'ailleurs dans le débat public en France, on dit qu'il faut toujours réduire les coûts, il faut faire des économies, etc. Mais Sony a fait des économies considérables au début des années 2000. C'est une entreprise où il y avait un emploi à vie et qui a licencié, en tout cas pour la partie américaine de ses activités, 30% des effectifs. Donc ils ont fait aussi des programmes d'excellence opérationnelle ou de réduction des coûts. Oui. Pour 5 minutes, il n'y a pas suffisant en gros, à peu près. Oui, d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc en fait, c'était toujours la même erreur. La même erreur, c'est de faire porter l'innovation sur le produit, donc améliorer le produit. Alors ce qu'il faut faire, c'est d'améliorer l'expérience d'écouter de la musique. Parce qu'en fait, vous et moi, quand on achète un CD, c'est pas pour acheter un CD. Quand on achète une cassette, c'est pas pour avoir une cassette, c'est juste pour écouter de la musique. Donc ce qu'il faut faire, c'est rendre l'expérience écouter de la musique meilleure. Donc c'est ce qu'on appelle des tâches à accomplir. Et donc, on s'est amusé à diviser tout ça en process. Et en fait, le fait d'écouter de la musique, c'est quelque chose qui peut s'analyser en plusieurs étapes. Il faut prendre connaissance de la situation. Si vous êtes en situation de mobilité, vous n'allez peut-être pas écouter de la musique de la même façon que si vous êtes dans votre salon. Ensuite, il faut mettre la main sur la musique qu'on souhaite. Et donc, et ça continue, il y a un ensemble d'autres choses. Il faut organiser la musique qu'on va écouter la musique, modifier l'expérience d'écoute, changer le volume, mettre plus de basse, etc. Et ensuite, quand on passe à la piste suivante, il faut soit passer à la piste encore d'après, soit écouter ce qui vient directement ensuite. Et ce qu'on peut voir, c'est que les vraies innovations, celles qui permettent de pérenniser sa position concurrentielle, ce sont celles qui améliorent ça. Donc ce n'est pas le produit qui est amélioré, mais c'est l'expérience d'écouter de la musique. Et donc dans ce cas-là, en ce qui concerne par exemple l'iPod, eh bien l'iPod par rapport au CD, ça permettait d'avoir ce qu'on appelle 1 millier de chansons dans sa poche. Donc c'était beaucoup plus facile d'accéder à sa musique avec un iPod qu'avec les technologies d'alors qui étaient le CD, où il fallait faire le tour de
de son matériel, voilà, pour avoir les CD qui convenaient. De la même façon, Deezer propose des pistes musicales auxquelles vous n'auriez pas pensé. Il y a un algorithme de personnalisation, enfin de masse personnalisation, qui regarde vos goûts, enfin qui induit de votre consommation musicale les goûts musicaux qui sont les vôtres, et qui vous propose des musiques auxquelles vous n'auriez pas pensé, que vous ne connaissez pas. Et donc ce qu'on voit, c'est que Deezer apporte une solution là où l'iPod et le CD et encore d'autres technologies n'en apportaient pas. Donc en fait, voilà, si vous êtes capable d'améliorer l'ensemble, chaque étape du processus de consommation musicale, eh bien vous avez une vraie innovation. Une innovation qui va trouver un marché. Ce n'est pas juste une amélioration de son produit. Vous voyez, ce n'est pas rendre le produit plus sophistiqué, plus robuste. C'est se mettre à la place de ses clients, de ses consommateurs, et d'imaginer comment optimiser chaque étape de l'expérience. Alors, j'ai compris que j'avais encore 2-3 minutes, donc je vais essayer de faire ça en 2-3 minutes. Donc si on prend un tout petit peu de recul, on pourrait dire qu'on peut, en quelque sorte, conceptualiser le processus en 8 étapes. Donc là, voilà, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais autre chose qui n'a rien à voir avec la musique, vous pourriez l'analyser aussi avec un modèle comme celui-là. Et donc, ce qu'il faut faire pour réussir l'innovation, c'est analyser le processus de consommation de vos clients. Ensuite, il faut diffuser le processus de consommation à travers l'ensemble de l'entreprise pour que chacun sache ce que cherchent à faire vos clients de façon opérationnelle. Ensuite, une fois que vous savez ce qu'ils veulent faire, il faut chercher des innovations. Donc là, juste pour que vous sachiez, dans l'iPod, il y a donc un disque dur très conséquent qui fait 5 Go quand le premier est sorti il y a très longtemps. Et ça ne venait pas de Apple, ça venait de Toshiba. Mais les gens de Toshiba ne savaient pas qu'ils avaient cet actif technologique qui pouvait être utilisé pour stocker de la musique. Mais une fois que vous savez ce que veulent faire vos clients, vous savez ce qu'il faut faire comme technologie. Et ensuite, vous cherchez des innovations qui peuvent améliorer donc, une étape particulière du processus. Et donc voilà. Donc ça, donc s'il fallait faire la synthèse, donc l'innovation, c'est nécessaire. C'est très difficile à réussir. Pour la réussir, il faut se mettre à la place de ce que cherchent à faire ses clients. C'est-à-dire que les activités qui sont les leurs, quand on écoute de la musique, quelle est chaque activité qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à réussir l'innovation.